Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Dans ce podcast, j'aime donner la parole à celles et ceux qui vivent pleinement leur passion. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, nous nous émouvons, vous écoutez, nous sommes réunis autour d'une table, partageant des valeurs et des convictions bien ancrées, et ce dans un studio chaleureux propice aux confidences. J'aime mettre en lumière des acteurs de tout horizon, des producteurs aux chefs, des artisans aux foodpreneurs, tout en valorisant leur engagement, leur équipe et leur savoir-faire. Aujourd'hui, je reçois 4 personnalités passionnantes. Bonjour Karine Shibata, chroniqueuse, blogueuse et créatrice de contenu depuis plus de 15 ans. Bonjour Karine. Bonjour. Bonjour Déborah Actorza, fondatrice de Nola Confiserie, confiserie française artisanale. Bonjour Déborah. Bonjour. Adeline Chazelle, responsable communication du syndicat des boulangers du Grand Paris. Bonjour Adeline. Bonjour Virginie. Et le meilleur de tous, Elie Sadoun, alias Doons, qui s'est lancé le défi de révolutionner la street food, enfin la gastronomie de manière générale, mais surtout la street food, avec un concept autour de la tartine. Bonjour Elie. Bonjour Virginie. Alors, Karine, je commence avec toi. Comment est née ta sensibilité pour la cuisine et l'alimentation ? Alors tout ça c'est super bizarre. Quand j'étais enfant, j'étais maigre, j'aimais pas manger, sauf les sucreries. Et du coup, les repas c'était un calvaire. Ah ouais. C'est ça mes souvenirs. D'accord. Sauf qu'il y a eu le cinéma et la littérature et les bandes dessinées, je pense. Et j'ai eu des coups de cœur pour Alice au Pays des Merveilles, le Tea Time. C'était toujours des moments de food. Les scènes, qu'est-ce qu'il y avait ? Charlie et la chocolaterie, Hansel et Gretel, la maison en pain d'épices. C'est ça. Je sais pas si vous aussi, ça vous a fait un peu pareil, mais... Alors là, tu relis vraiment à l'enfance. Donc oui. C'était quel âge, grosso modo ? Quand tu as eu ce déclic ? De 3 à 10 ans. Enfin, en tout cas, j'aime toujours les livres de cuisine, tu vois. Et petite, je regardais les livres de cuisine. D'accord. Et là, l'étape de... Est-ce que tu faisais que regarder ou tu cuisinais ? Je faisais des petits trucs, mais souvent sucrés. J'ai une addiction au sucre. Pareil. Oui, et du coup, ça nourrit l'addiction. Donc ça, c'est ta sensibilité. Et ta sensibilité, tu la dirais... Alors, sucrée, du coup, plutôt sucrée, chocolaté ? Oui. Okay. Totalement. et l'alimentation de manière générale, quelle place ? Oui, alors ça, je pense que c'est venu en fait d'amour et d'amitié. Donc ma meilleure amie, à l'école, limite, la cantine c'est dégueulasse, sauf qu'avec elle c'était bon. Et donc quand on partageait ce truc, ça devenait fun. Et dans la purée dégueulasse bonne, on mettait le nom, pas le nom, mais on essayait de sculpter la lettre du crush qu'on avait, tu vois. On avait 12 ans, donc bon. Donc ça a commencé comme ça. D'accord. Et après, bizarrement, du coup, tous mes amis de lycée sont tous dans la gastronomie, plus ou moins. Même si c'est pas leur travail. Il y en a un, mon meilleur ami libanais, en fait, il a des olives au Liban, des oliviers, et du coup, sa famille fait de l'huile d'olive extraordinaire, mais il la vend pas. Donc il y a des petits détails comme ça. Ma meilleure amie est iranienne, et du coup, elle cuisine iranien, c'est super bon. Enfin, il y a plein de petits... Donc en fait, tu es entourée ou tu t'es entourée de gens qui ont la même sensibilité que toi. C'est ça, je pense. D'accord, et du coup, ça t'enrichit. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu, du coup... passer du côté de l'influence. Ah si. Alors là, en fait, c'était quelqu'un avec qui j'étais et qui a une importance pour moi. Ah, voilà. Maintenant, on est amis, mais lui, il était vraiment dans la gastronomie. Et il m'a fait découvrir le café de spécialité. Au moment où je croyais que j'aimais pas le café, parce qu'il y a tous les cafés dégueulasses, un café Richard, on va balancer les trucs, Nespresso, etc. Donc pour moi, c'était ce truc dégueulasse brûlé. Et après, donc il m'a fait découvrir le café de spécialité, et j'ai trouvé ça tellement bon qu'à un moment donné, c'était tout le début. Donc il y avait tous les jeunes qui démarraient. Il y avait un championnat d'aéropress. Alors c'est vraiment geek. Maintenant, c'est peut-être connu, mais à l'époque, bon. Donc j'ai commencé à faire des vidéos de ces événements. Et petit à petit, il y a eu mon blog, il y a eu, je sais pas si vous avez connu Food Reporter, c'était une app, mais c'était comme un Instagram de food, oui.
Et tout le monde était dessus. Et ça a fait que tout le monde s'est rencontré à ce moment-là. Il y avait des acteurs assez importants comme Élise Guerrillo, qui est une attachée de presse dans la food. Il y a Rafi Papazian, qui a monté sa boulangerie à Bali. C'est là que tu as rencontré Nir ? Plus ou moins après. D'accord. Par rapport à l'Aéropresse et au café. Mais globalement, ça a fait que ça a réuni, je pense, le cœur de tous les gens food de l'époque. Et après, il y a eu Instagram et ça allait un peu naturellement, en fait. D'accord, donc toi, tu dirais qu'Instagram, ça a débuté sur les photos de food ? Oui. Essentiellement ? Mais sauf que j'étais... Plus que voyage ? Bah justement, oui, voilà, c'est ça. Et comme j'étais au tout début, ça marchait. Maintenant, je recommencerais, ça serait les catins. C'est horrible, là, les algorithmes, etc. Ah bah je ne sais pas, moi je maîtrise pas vraiment l'algorithme. Peut-être que Ellie... Alors Ellie, rebonjour Ellie. Bonjour Virginie. Qu'est-ce que c'est que cette voix ? Alors toi justement, qu'est-ce qui t'a poussé, pourquoi j'ai mis vous, je te vous vois, non. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir créateur de contenu culinaire sur les réseaux ? Qu'est-ce qui te plaît ? Bah, à la base, j'étais pas du tout dédié à ça. Faut déjà poser le contexte. Posons le contexte. Posons le contexte. Je suis issu d'une famille judéo-marocaine où la place de la cuisine omniprésente. est omniprésente à tout moment. Une grand-mère qui cuisinait divinement bien. Et même de mon côté paternel. C'est mon grand-père qui cuisinait. Et ça, c'était plutôt spécial dans ce genre de culture. Et il m'a aussi beaucoup poussé à ça. Donc, voilà, moi je mangeais bien, j'avais un bon coup de fourchette, le moment du repas était quelque chose de sacré, et puis surtout, pour vous dire, ma mère, quand j'étais bébé, Anne-Gaëlle Sadoun, quand j'étais bébé, bah, elle me donnait pas de pobledina, elle faisait un tagine, elle le mixait, elle me le donnait à la cuillère. Donc voilà, déjà tu vois, on comprend un peu le personnage. On comprend bien le contexte. Et puis j'ai commencé à faire des sites internet. À la pas au moment où tu mangeais la tagine dans les pots. Pas du tout. Non, d'accord. J'ai commencé à faire des sites internet en parallèle de l'université parce que je faisais plein d'autres choses à côté. Et je voulais lancer du web design et je me suis dit, tiens, pour proposer mes services, il faut que j'ai un portfolio plutôt complet. Il me manque le site type portfolio justement pour les photographes, les machins, etc. Je me suis dit, bon, ça fait 3 ans que j'habite à Madrid. Parce que oui, j'ai étudié à Madrid et je me faisais à manger tout le temps. C'est-à-dire, si je rentre à la maison et que je me fais pas manger, personne va m'amener à manger. Donc, je me faisais beaucoup à manger. J'avais un marché à côté sur 3 étages et les maraîchers et puis il y avait l'épicerie fine et le machin. Et bon, je me suis pris au jeu, j'ai beaucoup aimé, en sachant que aussi j'aimais beaucoup cuisiner avant. Mais là, j'ai poussé le truc plus loin et je me suis dit, bon, bah, je vais faire un site de cuisine étant donné que j'ai plein de contenu. Je prenais des photos à chaque fois. J'ai fait mon site de cuisine en novembre 2022. Et je me suis dit, putain, j'ai mis tellement d'efforts quand même à le faire, autant le marketer. Et je me suis dit, qu'est-ce qui marche dans la cuisine ? Les vidéos de cuisine sur Instagram. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Donc, oui, enfin, faut maîtriser aussi le côté technique, parce que tu vois, moi, je suis dans la cuisine depuis longtemps, vidéo de cuisine, faut pas me demander ça, quoi. Je suis pas capable. Et j'avais très très peur de ça. J'ai mis 1 an avant d'en faire. Ouais. J'ai appelé un copain, Benjamin Cohen, qui est extraordinaire, qui travaille dans le cinéma et qui m'a aidé sur les 5 premières vidéos. Il a tout géré du point de vue technique. Comme ça, j'ai pu me concentrer sur l'artistique, entre guillemets, entendons-nous. Du coup, sur le fond. Le fond, voilà. Et puis, ça a commencé comme ça. Et pour arriver sur les réseaux sociaux, étant donné qu'il y a une concurrence qui est énorme, bah, je me suis dit, il faut arriver avec un concept innovant, exclusif. Et on est arrivé à la tartine. La tartine. Alors, pourquoi la tartine ? Bah, la tartine, parce que je cherchais quelque chose de facile à manger. Je suis plutôt street food dans mon ADN. Et en fait, je voulais faire quelque chose qui me représente. Et je fais souvent des soirées avec des copains à la maison. Je les invite à dîner. Donc 20h, le premier round, on dîne normalement. Puis passe le temps, 23h. Je refais un deuxième round. Et si on tarde un peu, il est 3h, ok ? Sauf qu'à 3h, il n'y a plus grand-chose dans le frigo. Sauf qu'il y a toujours du pain. Et des petites boîtes de conserve, un truc de thon là-bas, et puis il me reste un petit bout de concombre et trucs. Et en fait, à 3h du mat, là où la créativité est à son paroxysme, je faisais des tartines sans m'en apercevoir, et c'est là qu'un jour, ça fait déclic. Il faut que je fasse ça. J'adore. La suite après. Adeline. Alors toi, est-ce que tu peux m'expliquer quel est ton parcours professionnel avant d'arriver au syndicat des boulangers ? Moi, j'ai fait un DUT technique de commercialisation et j'avais une prof qui nous avait fait un cours de relations presse et relations publiques. Et c'est un cours que j'adorais. C'était Madame Chaumette. Et Madame Charmette. Madame Charmette. Madame Charmette. Mais c'est trop mignon. Et j'adorais l'écouter. C'était un des cours où j'allais.
parce que j'allais pas partout. Désolée, maman. Je me suis dit, je veux faire une école de communication. J'avais repéré l'ISCOM, mes parents m'avaient dit... C'est un peu cher. C'est un peu cher, tu es sympa, mais voilà. Et en fait, j'ai milité auprès de maman, qui a poussé papa, et ils m'ont payé l'ISCOM. Donc j'ai fait l'ISCOM et autant sur le DUT qu'à l'ISCOM, j'ai fait que des stages dans la food. J'ai travaillé longtemps au Duc de Gascogne, qui est une épicerie fine. D'ailleurs, après les stages, toutes les vacances scolaires, j'étais là-bas. Donc c'était chouette. Et puis, arrivée à Paris en faisant l'ISCOM, j'ai fait des stages dans les agences de communication, mais déjà avec des clients food. Beaucoup des grosses boîtes de food, voilà. Mais ces grosses boîtes de food industrielles, c'était pas ma came. Déjà, j'en mange. Je suis pas une consommatrice de ces entreprises-là, et donc j'avais certes des jolis budgets de communication et je pouvais faire des super actions, mais c'était pas ce qui m'allait. Du coup, à un moment, je me suis dit, mets-toi à ton compte et va chercher les clients que tu veux avoir. Voilà. Mais comment on arrive au syndicat des boulangers ? Eh bien, quand j'étais en agence de communication, j'ai rencontré Alexandre Viron, des Moulins Viron, qui cherchait une attachée de presse. J'étais la 4e en 4 mois. Donc, il me présentait à tout le monde en disant « Adeline, ma nouvelle attachée de presse, on ne sait pas combien de temps elle va rester. » Sympa. Je suis restée 11 ans. Alors, les 3 autres, qu'est-ce qui faisait que ça ne matchait pas, qu'il y avait ce turnover ? Je pense que quand tu travailles pour un meunier, tu travailles sur l'agriculture. Et l'agriculture, ça fait pas forcément rêver. Moi, j'avais 22 ans quand j'ai commencé à travailler pour Alexandre. Et je pense qu'à 22 ans, si tu rencontres pas quelqu'un qui va créer cette passion en toi, parce qu'il va te prendre sous son aile, parce qu'il va t'ouvrir les portes de sa société et que chaque personne de sa société va t'apprendre son bout de métier et te rendre ça chouette, et à 22 ans, tu penses pas à l'agriculture. Et elles avaient le même âge, du coup, celle d'avant ? Ouais. Dommage pour elle. Toi, tu t'es éclatée pendant 11 ans. Voilà, et donc il m'a suivi d'agence de... en fait, je l'ai rencontré, j'étais salariée dans une agence de com. À chaque fois que je changeais d'agence de com, il me suivait. Et quand j'ai créé ma boîte, il m'a dit une phrase, il m'a dit « Ah, enfin, je vais vous payer vous toute seule !» Donc, belle fidélisation. Voilà. Et puis, il m'envoyait régulièrement au syndicat des boulangers pour le côté meunier, parce que les meuniers sont partenaires du syndicat des boulangers. Et un jour, la secrétaire du président, au bout de 34 ans de secrétariat des différents présidents, avec qui j'avais une super relation, Sylvie Dupré me dit « Je viens de poser ma démission pour partir à la retraite. J'aimerais que vous repreniez mon poste. » Mais Sylvie, je ne suis pas secrétaire. Voilà. Et donc j'ai rencontré le président, le secrétaire général, qui me connaissait déjà parce qu'il me voyait régulièrement. Et on a créé ce poste de communication. Parce qu'ils en avaient besoin. C'était en quelle année, du coup, ça ? Eh bien, c'était il y a 2 ans et demi. Ah oui, donc ils avaient besoin de communiquer autour de la boulangerie pour peut-être... donner envie aussi aux jeunes ? Oui, je J'imagine crois. qu'il y a un côté transmission aussi. Oui, revenir à la transmission et redorer, les aider à redorer ce métier, parce que rappelez-vous quand vous étiez plus jeune, même si vous n'êtes pas très vieux, mais quand tu regardes Élie, hein, voilà. Sinon, si Élie et Déborah, c'est tout. Sinon. En fait, rappelez-vous, vos parents, si vous aviez eu l'intention de faire un BEP, un CAP, vos parents vous auraient dit non, vous passez votre bac. Je te confirme. Moi, j'ai fait ça, et puis toute ma famille m'a dit mais qu'est-ce que tu fais ? C'est un peu l'enfant raté, et franchement, je regrette pas, quoi. Et aujourd'hui, vous avez des super exemples, que ce soit le plombier, le boulanger ou n'importe qui, en fait, qui gagnent très bien leur vie, mais ils ont commencé par un CAP, et je crois que ma principale mission au syndicat, c'est de dire que on a des très beaux exemples de gens qui ont des super vies aujourd'hui. Mais par contre, oui, c'est sûr qu'ils ont des horaires de chef d'entreprise différents. Bien sûr. Alors justement, la transition est bien faite, Déborah. Donc toi, tu disais que tu as passé donc ton CAP. Raconte-nous ton histoire. Alors moi, j'avais fait même un BEP, rien à voir avec la food. J'ai fait au début du management. Franchement, j'étais perdue à l'école, j'avais des super mauvaises notes et tout. Et donc, je me suis orientée vers un truc où je me suis dit, au moins, je vais apprendre du terrain, je vais me retrouver en magasin, je vais voir ce qui se passe et tout, rencontrer des clients, et ça m'a beaucoup plu.
Jusqu'au jour où je me retrouve à faire une licence dans le management et je me dis, ça me dit rien du tout en fait. Je me suis retrouvée, pour pas citer une marque, mais dans une marque de textile pas très dingue. Et je me suis dit, mais en fait, je me vois pas ma vie ici à passer dans les rayons. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et donc, j'ai trouvé le digital. J'ai travaillé pendant peut-être 7-8 ans chez Havas. Je manageais en fait une vingtaine de chefs de projet faire des sites web, dans la partie digitale. Et je suis tombée enceinte de jumeaux. J'ai tout arrêté. J'ai dit, je m'en vais. En congé mat, j'ai dit, je change. Je peux plus, je reviens pas. Salut. Mon boss, super sympa, on s'entendait hyper bien, il a vachement compris, il m'a accompagnée. Et j'avais envie, de revenir en fait à mon amour d'enfance. Parce qu'en fait, ma grand-mère, ma mère, mon père, mes oncles travaillaient dans le chocolat. Et en fait, moi, depuis que je suis toute petite, je baigne là-dedans. Alors, je mangeais pas des tagines, mais j'ai mangé mon premier Jean Dujat, j'avais 3-4 mois, ma grand-mère folle de chocolat, elle m'en a mis un dans la bouche, ma mère folle hystérique qui se dit « Mais qu'est-ce que tu fais, en fait ?» Et donc, j'ai mangé mon premier chocolat. Donc, je pense que mon addiction au sucre vient de là. Et tout s'explique comme quoi dans l'enfance. Hein. Exactement. Et en fait, je trouve que on retrouve parfois, quand on construit des projets, on se base surtout sur nos expériences. Et finalement, moi, je suis hyper heureuse d'être revenue à un projet, à quelque chose qui est en moi depuis si longtemps. Qui est dans ton cœur. Exactement. Pour moi, c'est un projet de cœur. Et j'ai lancé Nola en plus avec mon mari pour garder vraiment l'esprit familial. Et j'adore, quoi. C'est vraiment un truc où je sens en moi que c'était fait pour que je sois là, quoi. Donc, en quelle année tu as fondé Nola et pourquoi Nola ? Alors, j'ai fait ça il y a à peu près 2 ans. On a commencé avec mon mari et en fait, Nola, c'est des lettres. Alors, c'est pas les premières parce que moi, je m'appelle Déborah, donc voilà. C'est des lettres dans les prénoms de mon mari, mes jumeaux et moi. Il y a une logique d'encadrement, c'est-à-dire que le N, mon mari s'appelle Alexandre, un de mes jumeaux s'appelle Elio, Liam et moi, Déborah. Il y a les N et le A, c'est les parents, les enfants au milieu. Et en fait, je voulais vraiment garder cet esprit qui est ancré en nous, quoi. Famille, on est très famille. C'est vraiment des produits, en fait, où c'est pour passer des bons moments. C'est basé sur l'émotion, le partage, la confiserie. D'ailleurs, je vous ai ramené une petite boîte. Alors, attention, donc on va l'ouvrir, cette petite boîte. Et dis-nous ce qu'il y a dans la boîte. Ouais, donc c'est des olives de Provence. Donc, c'est une spécialité du Sud. Qui, en fait, c'est un trompe-l'œil d'olive, mais c'est des amandes torréfiées enrobées de chocolat noir. Je te laisse goûter. Ouais. Vas-y, Élie. Tout est français. Ça n'a pas le goût de tagine, ça. Hein. Non, ça n'a pas le goût de tagine, mais je pense que ça va te plaire. Remarque, moi, j'ai des olives comme ça, de cette couleur-là, dans les tagines. Hein. Tagine de Khochouf, tu vois. C'est la carne. Et donc, vraiment, c'est des amandes torréfiées, amandes françaises, enrobées de chocolat noir. Et vraiment, on est sur des produits traditionnels français. Du coup, plusieurs couleurs. Ouais. Pourquoi ? Par rapport aux différentes maturités des olives, vous savez, les olives noires, les olives vertes, on essaye vraiment de faire vraiment un trompe-l'œil. Parfois, il y a même des gens qui s'arrêtent, ils me disent « Mais pourquoi des olives avec des bonbons ?» Je dis « non, il n'y a pas d'olives. » Je le précise tout le temps, mais parce que tout le monde ne connaît pas, effectivement, parfois les traditions françaises, parce que ça, c'est vraiment très connu dans le Sud. Ils en mangent beaucoup à Noël, par exemple. Mais tout le monde ne connaît pas. Mais sur ton packaging, du coup, il y a aucun moment, c'est marqué chocolat. Ouais, en fait, c'est écrit en dessous, mais parce que là, c'est la petite version. Il y a la grande version, il y a écrit amande au chocolat noir derrière, où on explique à chaque fois qu'est-ce qui est le produit. Mais on voulait vraiment garder le nom originel du produit pour qu'il soit reconnu par les connaisseurs. C'est très bon. Quelles sont les autres confiseries que tu proposes ? Eh ben, on a vraiment, c'est du vraiment très traditionnel français. On a des pâtes de fruits avec plusieurs saveurs. Vous avez des caramels beurre salé, des berlingots, violettes, coquelicots. Alors ça, c'est 100% des gens me racontent leur vie quand ils mangent ces bonbons. Donc moi, j'adore cette partie-là. On a aussi des choses un peu plus différentes des choses traditionnelles. On a des pâtes de fruits cerises griottes enrobées d'une couche de Jean Dujat. Donc ça, très bon. Ouais, très bon. Je vous ai ramené le best-seller. J'aurais peut-être dû vous ramener tout, en fait. Pas grave. Mais du coup, où on trouve ça ? Eh ben, en fait, nous, on a un site internet. D'accord, donc c'est e-commerce. E-commerce exclusivement pour l'instant. On a quelques revendeurs, mais après, on fait beaucoup aussi de B2B dans les hôtels 4-5 étoiles. Par exemple, dans les mini-bars ou pour les cadeaux VIP. Ouais. Ah, canon, ça. Ouais, et franchement, moi, j'adore ce côté-là. Et du coup, les revendeurs, c'est qui, par exemple ? Pour l'instant, nous, on a fait plutôt des pop-up. On n'a pas fait encore tout ce qui est épicerie. On a développé tout ce qui est hôtel et entreprise. Cadeaux de fin d'année, séminaires, parce qu'en fait, sur le couvercle, on peut mettre le logo. Bien sûr. Donc, il y a la personnalisation, ça, ils apprécient, notamment même dans les hôtels. Après, on a fait plein de choses, des petits pop-up au Printemps Haussmann pour les fêtes de Noël, enfin voilà, plein de choses différentes, mais plutôt de façon éphémère pour le B2C. Super, merci Voilà. Déborah. Karine,
Comment gères-tu l'équilibre entre authenticité et exigence des réseaux sociaux? C'est là où c'est compliqué, je Ouais. trouve. Parce qu'à la base, j'ai commencé par vouloir échanger mes bons plans, les restos que je découvrais avec mes clients, parce qu'à côté, je suis interprète, et donc pour des Japonais. Et quand les Japonais viennent à Paris, souvent ils demandent quel resto. Et comme j'aimais bien faire ça, je commençais à devenir la référence de tous les plans, pas cachés, mais les petits plans un peu secrets. Et du coup, j'ai fait mon blog pour partager ça. Sauf qu'après, on commence à être invité. Donc c'est sympa d'être invité au début, il y a l'espèce d'euphorie. Sauf que ceux qui ont les moyens d'inviter, c'est les restaurateurs qui ont les moyens de payer une agence de com. Donc c'est quand même soit des gros, soit quand même quelque chose où il y a un investisseur derrière, etc. Et comme on est souvent invité, au bout d'un moment, c'est pas que ça te tue, mais t'as moins le temps d'apprendre, de découvrir toi-même. Tu veux dire que ça banalise un petit peu le parcours que tu pourrais avoir de manière autonome vers la marque? Pas forcément, curiosité. mais exemple, je fais du name dropping à mort là. Bah, c'est pas grave. Big Mama, quand ça a été lancé en France, j'avais été invitée, j'avais trouvé ça super comme concept, c'est sympa et tout. Sauf que du coup, je le recommande. C'était au tout début, donc c'était pas si connu. Il y a des amis à moi qui y vont, et en fait, ils ont fait la queue. C'est pas les mêmes expériences clients quand on est invité et que du coup tout le monde te chouchoute que quand. Donc là, je me suis dit là, ça va pas en fait. Je peux pas commencer à recommander n'importe quoi, n'importe comment. Donc déjà là, c'était mon premier choc. Ensuite, il y a d'autres gastros qui vous invitent, c'est hors de prix. Et quelque part, il faut quand même se mettre à la place du client final et se dire, là, on est invité, c'est cool. Est-ce que ça vaut vraiment le truc? Ça m'est arrivé de dire à des restaurateurs, c'est trop cher. Et ils vont mal le prendre. Ils se disent, mais on t'invite. Mais nous, on ne veut pas parler de choses qui sont inaccessibles juste parce qu'on est invité. Donc là encore... faut qu'il y ait quand même une sorte de cohérence. C'est ça. Pour donner envie aux clients d'avoir une... Mais c'est intéressant, ça, cette approche. Et les gens t'écoutent? Disons que les agences, ils peuvent mal le prendre. Et après ça, si vous n'êtes pas content, vous invitez plus. Est-ce que tu paierais pour aller faire... Alors peut-être à moitié prix, ou qu'est-ce que tu proposerais pour que ça, en fait, pour que ça ressemble plus? Non, en fait, comme avant. Je suis cliente mystère, tu vois. Et ça, je retrouve le plaisir de le faire. En fait, à force d'être tout le temps... C'est horrible de dire, parce qu'on est hyper gâtés. Donc, je vais pas me plaindre. Mais ça te tue quand même au bout d'un moment, pour moi. Et je peux pas en plus enchaîner des restos tous les jours, ça me fatigue. Bien sûr. Enfin, il y a des collègues qui arrivent à le faire parce que je pense qu'ils adorent. Mais moi, j'ai besoin quand même... Donc, toi, tu es spécialisée restaurant? Parce que je te vois aussi sur les réseaux, tu as des produits. Oui, tu as beaucoup de vin? Oui, c'est ça, c'est nouveau. C'est nouveau, d'accord. Mais à la base, je suis café de spécialité, thé et pâtisserie, et resto. Ok. Mais ça a réussi en vin spiritueux. Parce que nous, on s'est rencontrés, pour être honnête, nous on s'est rencontrés à un événement de Palmer, donc la maison de champagne Palmer. Délicieux. Délicieux, très bon champagne, effectivement. Et c'était pas forcément prédestiné à boire de l'alcool. Dans tes contenus. Je raconte vite fait le truc. On est là pour entendre. Il y a Maxence. Alors Maxence, si t'écoutes. Maxence Wayne, il était RP pour... d'ailleurs, il était avec Palmer au début, mais il a quitté. Et il m'appelle, il me dit « Bonjour, je vous invite à un événement de vigneron ardéchois. » Désolée, je ne bois pas. Et du coup, il m'a dit « Ah, mais on a vu que vous aimez bien le chocolat et pâté en croûte. On vous a fait des accords, donc venez. » Donc j'y vais. Et c'est là où ça a changé ma vie en un événement. Donc j'y vais, ils étaient hyper sympas, c'était hyper convivial, même si je bois pas vraiment, que le crachoir est mon meilleur ami. Du coup, c'était sympa, on a visité les vignerons d'Ardèche, et tout d'un coup, il y a eu toutes les collabs qui sont arrivées. Parce que je pense qu'il y a moins de comptes vin, et moins de comptes vin et spiritueux femmes. Ouais, c'est clair, j'en vois pas beaucoup. Oui, et donc j'ai des demandes comme ça. Je me suis laissée acheter. Mais tu prends du plaisir. Oui, mais globalement, je me suis quand même laissée acheter. Mais oui. Tu le ressens comme ça? Oui, parce que j'ai quand même ce truc. Il y a la loi E20 déjà qui fait que c'est compliqué. Mais quand même, je me dis, s'il y a des jeunes, tu vois, qui voient le truc, je veux pas du tout inciter à la consommation. Tu veux pas cautionner le fait qu'il y a des excès. T'as pas envie d'être associé à ça. Parce que mon but, c'est de mettre en avant des producteurs, des restaurateurs, des artisans. Parce que ma mère, en fait, était créatrice de mode. Et elle avait sa petite boutique, c'était galère. Il y avait tous les H&M, quand il parlait de chaînes, qui débarquaient. Et donc, je trouve que c'est important de valoriser. Moi, chaque fois que je bois du vin, je dis je soutiens un viticulteur. C'est ça. Mais tu vois. Est-ce que c'est un gros groupe derrière de temps en temps, tu vois? Non, pas beaucoup. C'est un peu ça aussi. Ouais, c'est pareil, ça. ceux qui ont de l'argent, c'est les grands groupes. Qui font pas forcément des mauvaises choses, mais à un moment donné, il faut toujours réfléchir à... C'est toujours l'harmonie, en fait, l'harmonie entre l'équilibre. C'est pour ça que je te posais la question, et c'est intéressant. C'est un combat, mais vraiment, c'est un combat tous les instants. On voit pas forcément ça. Nous, on a tendance à regarder sur Insta
les influenceurs qui prennent beaucoup et qui réfléchissent pas tant que ça. Oui, non, moi je me prends la tête. Tout le monde me dit tu te prends la tête, arrête. Non, tu réfléchis, je dis pas que tu te prends la tête, mais si, je me trouve prends que la c'est tête. intéressant. Parce cette, que ça me... cette quand même, réflexion-là. on est responsable, en fait, je trouve, Mm. de chaque chose qu'on fait. Mhm. Et je pourrais dire je profite, mais si ça résonne comme ça, après le monde... Le monde ira mal, plus qu'il ne va déjà. Merci beaucoup, Karine. Élie, quelle est ta vision de l'entrepreneuriat, toi, justement, dans le domaine culinaire? Parce que là t'as monté ta boîte? Ouais. Ok. C'est... Tout nouveau? J'ai en effet mon auto-entreprise, Ouais. mais c'est vrai que je planifie de voir beaucoup plus grand qu'une auto-entreprise. Oui, mais de toute façon, auto-entreprise, ça veut dire qu'il faut rentrer de l'argent. Bien sûr. Donc, comment tu as switché entre ce côté entrepreneur et étudiant Bah, à Madrid, maintenant, je suis plus qui se fait des tartines à 3h du matin? Exactement. Maintenant, je suis plus à Madrid. Maintenant, je suis à Paris en master. Je suis en master à l'ESCP et d'ailleurs, là, je vais faire le double master avec Ferrandi. Parce que justement, pour m'orienter plus vers cette trajectoire du milieu, de l'industrie, de l'hôtellerie, de la restauration. Comment est-ce que je vois le monde de l'entrepreneuriat de la food? Alors moi, je le vois d'un œil business, parce que école de commerce, forcément. Bah oui. Et le truc, c'est que on a été formaté business model, chiffre, rentabilité, scale. Et forcément, je le vois d'un œil un peu plus différent que quelqu'un qui veut se lancer qui veut se lancer comme ça, sans cette formation-là. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant dans les études que j'ai faites, c'est que ça permet de bien décortiquer ce milieu. Alors, l'entrepreneuriat dans la food, ça commence par un truc qui est très puissant, on est dans l'ère du visuel. Vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, la communication, n'est-ce pas, c'est quelque chose de très important, le visuel, mais il y a aussi cette volonté d'authenticité qui doit ressortir, parce que visuel, c'est bien. Enfin, en fait, la forme est bien, mais il faut qu'il y ait du fond derrière. Et moi, je suis très attaché à la cohérence. Donc, pour moi, il y a ces parties-là qui sont très, très importantes dans le monde de l'entrepreneuriat, dans la food. Il y a aussi le fait que, pour se lancer dans cette industrie, il faut être un sacré malade, et surtout, il faut être très passionné. Je confirme. Il faut être très passionné. C'était impossible. Sinon, tu tiens pas. Enfin, tu peux te lancer. Rien ne t'empêche de te lancer, mais tu dures pas. C'est exactement ça. Mais j'ai fait un stage de 6 mois dans des dark kitchens, en tant que bras droit du CEO, et en fait, c'est là que j'ai compris que me lever à 7h du mat, rentrer chez moi, il est 23h, et être content, être heureux. Je sais que le lendemain, je vais bosser sur des recettes, que je dois gérer des trucs qui sont en relation avec quelque chose que j'aime. C'est tellement épanouissant, et c'est ça que je veux. Donc voilà, là c'est vraiment la passion qui me guide. Et d'ailleurs, Doons va bientôt sortir son pop-up. Et ouais, je l'annonce. Génial. Je l'annonce. J'ai une opportunité vachement cool. Donc ça devrait commencer début de l'été, Ouais. pendant 1 mois et demi, Ok. à peu près. À Paris? À Paris, canal de l'Ourcq, face à la Seine. Top. On sera invité. La bonne musique. Est-ce qu'on sera invité? Vous êtes mes invités de marque. Ah là là. À 3h du mat. Ouais, c'est ça. Ouvert tout le temps. Hein. Et voilà, et mettre en avant, comme tu le disais, des producteurs que je connais, que je suis allé visiter. Parce que ce qui est très important pour moi, c'est de suivre toute la chaîne de production, connaître chacun des maillons, comprendre ce qu'ils font, comprendre leur motivation. Et en fait, je trouve que ça rend l'aventure beaucoup plus vertueuse et humaine. Et humaine. humaine. Beaucoup plus de sens. Voilà. Donc, il y aura des bons vins. À boire avec modération, bien évidemment. Il y aura des bons produits. Et puis, il y aura surtout une très bonne ambiance. C'est ce que j'allais dire. Toi, tu vas mettre l'ambiance de feu. C'est ça. En fait, la cuisine... Pourquoi dans mes vidéos, j'invite tout le temps quelqu'un? Parce que la cuisine, c'est du partage. Tout simplement. Et moi, c'est pour ça que je fais ce truc-là. Parce que c'est ce qui m'anime. Je me sens aligné. J'ai pas été invité encore. Chaque chose en son temps, Virginie. Non, je suis pas très jeune. Du coup. Il n'y a pas d'âge. Ah bon, d'accord. Très bien. Merci beaucoup, Élie. Adeline, alors justement, on parle de visuel, on parle de modernité, on parle d'adaptation digitale. Comment le syndicat aide-t-il les boulangers à s'adapter à l'ère du numérique? Comment on vend du pain aujourd'hui? Alors, on propose parfois des formations sur Instagram,
se lancer sur Instagram, mais en fait, ça marche. Soyons honnêtes, ça marche pas très bien parce que ils ont pas besoin de nous et les meuniers font ça très bien. On a un meunier là qui lance une formation sur l'IA en boulangerie et je trouve ça hyper intéressant. Mais du coup, on va les laisser. Enfin voilà, on va voir comment ça fonctionne, etc. Mais les meuniers sont force de proposition sur cet aspect-là. Donc nous, c'est plutôt l'utilisation du digital qu'on a par rapport à notre cible. On a des cibles très diverses. Moi, je gère le Grand Paris, donc c'est 75, 92, 93 et 94. Sur ces 4 départements, vous avez des religions différentes, vous avez des communautés différentes et vous avez évidemment des générations différentes. Et mon travail, c'est d'arriver à faire passer les informations à toutes les générations. Et c'est plutôt là où l'ère du digital, elle fonctionne ou pas en fonction des profils. Donc, depuis 15 jours, c'est assez frais. Même pas, parce que on est mercredi. Oui, donc vraiment, ça fait même pas 10 jours. On est mardi. Donc, ça fait 10 jours. On a lancé un groupe WhatsApp des boulangers, mais ça, c'est à leur demande. Et la moyenne d'âge, elle est quand même pas très haute. Et j'étais la seule fille jusqu'à que j'en fasse rentrer 2 en début de semaine en me disant voilà. Et donc, je suis la seule permanente. Ce qu'on appelle la permanente, c'est je suis salariée du syndicat, j'ai pas de diplôme de boulangerie et tous les autres sont des boulangers, des chefs d'entreprise, chefs du coup et chefs et c'est ça qui est important. Donc on a cette voie-là de canal de communication. On a aussi le magazine print qui est très féminin et la génération plutôt 55 et plus. On a le site internet qu'on a refait quand je suis arrivée. C'était mon premier grand chantier où je l'ai voulu à la manière des Échos, du Figaro et du Monde. C'est-à-dire que si t'es pas adhérent, t'as pas accès à tout. Parce qu'avant, les non-adhérents avaient accès à tout. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai trouvé ça assez bizarre. En fait, c'est les adhérents qui me payent et j'offre tout à tout le monde. Ah oui, faut qu'il y ait un privilège. Donc, du coup, vous avez les 2 premières lignes et après, vous mettez adhérent ou pas. Voilà. Après, il y a quand même des choses qu'on laisse. Par exemple, c'est combien l'adhésion ? L'adhésion, c'est 100 € par salarié. Plus, vous avez en fait, pour adhérer, c'est 250, un truc comme ça. Et après, vous avez 100 € par salarié. Mais quand vous êtes multiboutique, et sur mes territoires, il y a quand même beaucoup de multiboutiques, à partir de 5 boutiques dans le Grand Paris, vous avez un tarif palier qui est 750 € par boutique qu'on a mis en place il y a 2 ans maintenant. Mais pour vous donner une idée, sur le Grand Paris, les 4 départements, il y a 2678 artisans boulangers. J'allais te poser la question. Et au syndicat, donc adhérents au syndicat, il y en a un peu plus de 40%. Et sur ces 40%, il y a plus de 100 multiboutiques. Parce qu'à Paris... Multiboutiques, c'est au moins 3 ? Au moins 5. Au moins 5. Ouais. Oh, c'est énorme. T'as des propriétaires qui ont 5 boutiques. Mais qui sont encore des vrais artisans boulangers qui bossent du matin au soir et qui peuvent remplacer à n'importe quel poste. Pas des franchises ? Pas du tout. D'accord. Non, moi, j'ai pas de franchisés, enfin, très peu de franchisés. Et de toute manière, des franchisés comme Kaiser, de toute manière, c'est Kaiser. Donc, Kaiser est adhérent, Rodolphe Landman est adhérent, mais c'est des vrais chefs d'entreprise qui ne sont pas... Aussi chez Meunier, Éric Teboul, tout à fait. Et donc, ils sont adhérents, mais c'est des vrais artisans boulangers. Éric Teboul, c'est un peu particulier parce qu'il est chef d'entreprise, mais un Éric Kaiser, un Rodolphe Landman et d'autres qu'on peut citer comme Frédéric Antunes, comme Frédéric Comines, Nicolas Marnet. C'est des gens qui sont des multiboutiques. J'ai déjà pris mon pain chez Maison Marnet. D'accord. Et donc, eux, c'est des multiboutiques, donc plus de 5, mais c'est des vrais chefs d'entreprise, mais aussi des vrais artisans boulangers qui mettent la main à la pâte et qui sont encore là au fournil. Merci beaucoup, Adeline. Bon, je suis un peu déviée sur ta question. Mais non, mais c'est très bien. On adore quand ça va plus loin que ce que je demandais. Du coup, Déborah, comment toi, tu équilibres dans la confiserie à la fois la tradition et l'innovation ? La surprise et le classique. Ouais, c'est ça. En fait, nous, on est quand même basé beaucoup sur la tradition parce que ce que je vous ai dit, les caramels, les nougats, les calissons, c'est des traditionnels français. On va dire que Vianola, on avait envie surtout de mettre en avant le patrimoine français, le savoir-faire, parce qu'en fait, j'avais envie, à travers la marque, de faire découvrir, redécouvrir et même retrouver des anciens bonbons. Parfois, j'ai des grand-mères qui passent devant le stand qui me disent « Ah là là, mais je mangeais ça quand j'avais 12 ans avec ma sœur ». Et voilà, et en fait, c'est ça que moi, je cherche. Et donc, c'est vrai que l'innovation, elle est un petit peu moins présente. On essaye d'en faire un petit peu. Par exemple, on essaye de twister certaines formes. Par exemple, mes orangettes qui sont normalement, vous savez, en forme d'écorce. Voilà. Ah oui, moi, je vois en forme de bâton. bâton. Alors, il y a les bâtons, il y a les petites écorces, les demi-oranges. Oui. Et nous, maintenant, c'est des billes.
un peu style Malteser, ouais, hyper nice. dangereux, parce que vous me mettez devant la télé, c'est mort. Hein. Mais alors, attends, Hop, hop, hop. l'orange, comment t'arrives à la faire en rond? Et en fait, c'est une écorce d'orange confite. On récupère l'écorce et qu'on refait, en fait, on reconstitue, quoi, on la resserre. Et après, on trempe dans Canon, l'huile ça. essentielle d'orange et enrobée de chocolat noir. Ça peut être fondant. Ouais. Et en fait, c'est hyper fondant, mais il y a une petite coque. Enfin, bref, moi, j'adore. Et donc, on essaye de Ça, changer c'est les hyper formes. original. Ouais, voilà, C'est cool. des choses comme ça. Ou alors, par exemple, l'alliance de la cerise et du andouja. Les gens me disent, oh là là, mais je vois pas ça partout. Ah ouais. Donc, On voit ça nulle ils part, goûtent- surtout. Ouais, voilà. Mais ils aiment, voilà, ils disent, même ceux, j'adore ça, parce que même ceux qui me disent, non, moi, j'aime pas du tout le fruit chocolat, je déteste. Ils goûtent, ils me disent, ah non, mais c'est super bon. Et je dis, ouais, je sais. On aime changer les préjugés. Ouais, voilà, j'adore. Et moi, les gens préférés, c'est ceux qui veulent pas goûter. Mais Ils me c'est disent, non, mais moi, je veux pas goûter. De toute façon, je vais rien acheter. Je dis, mais goûtez un truc, ça me fait plaisir. Et ils goûtent et ils partent avec une boîte. J'adore. C'est ça. Voilà. Donc Bravo. vraiment, voilà, on avait vraiment envie de revaloriser vraiment le patrimoine français, faire redécouvrir tout ça aux consommateurs. Bravo, merci beaucoup. Ouais. Mais Déborah. Déborah, elle me fait rêver, là. Ah. C'est vrai, non mais attends, je suis déçue, j'aurais dû ramener les autres. J'ai pas pu alors, repasser. Karine, moi, je me pose une question. À quoi ressemble une journée type pour toi en tant que créatrice de contenu? Donne-nous un exemple de journée, parce que quand on s'est vu à Palmer, c'était le soir, mais tu m'avais dit que l'après-midi, tu avais fait quelque chose. Tu aurais très bien pu faire quelque chose le matin. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'enchaîner comme ça des dégustations, des visites, des collabs? Donc, a priori, aujourd'hui. Oui, mais disons, il n'y a pas, comme nous tous, je pense, Ah oui, vous pas avez de pas même- de journée pas de type, routine. Pas de routine. Mais c'est toujours donne-nous très un différent. exemple de journée un peu dingue que tu aies vécu en multipliant les Ah expériences. non, mais c'est les dégustes le matin, spiritueux, 10 heures. Très bien, d'accord. Ok, donc ça c'est... Déjeuner, ensuite encore un cours de cuisine juste après. Mhm. Et après, tu dois faire tout le contenu à minuit. Enfin, donc, C'est ça, et c'est- comment tu t'organises? c'est pour ça que je ne vais pas à tout. Je sais pas comment font les collègues pour aller. Tu sais, parce que quand tu vois. Enfin, moi, je suis plutôt sobre et je vais pas à tout, je sélectionne. Mais t'en as qui ont 4 événements dans la journée et qui ont un travail normal à plein de temps. Je comprends pas, en fait, comment c'est possible. Tu vois, donc. Donc ils font ça à côté. Ah, Tu non, dis travail... non, ils ils ont un travail à plein temps. Oui, mais Et donc après, ils font ils donc vont, le contenu influence oui. à côté. Genre pendant le déjeuner, ils vont faire un truc. Ah ouais. Après, peut-être, tu vois, ils prennent quelques demi-journées, je sais pas trop Oui, ce qu'ils j'imagine, font. bah oui. Oui. Et après, tu dois faire le contenu. Et en plus, ils ont des enfants pour certains. Moi, je comprends pas comment Ah c'est ouais. possible. Déjà avec enfants. Ouais, c'est clair. Et aussi parce que je passe énormément trop de temps. Enfin, je suis un peu geek et un peu. Non, tu réfléchis beaucoup à la retranscription, tu veux dire. Je prends énormément de temps. Ça peut me prendre 1 heure pour faire une stories. Parce que j'aime bien rajouter mon texte, mon truc. Parce que j'étais journaliste avant, donc ça me fait chier juste de mettre une image en disant super, c'est bon, tu vois. Ouais. Et je sais que ça me préjuge. C'est un problème. Donc je peux passer jusqu'à 4 heures du mat à faire Oui, mais des ça trucs. te pose problème à toi, mais du coup, la réception qu'en ont soit l'audience ou les marques, ils sont contents, eux. Je parce sais que c'est pas, je quali. m'en fous un peu. C'est bizarre. Disons que je pense que eux, ils ont envie que ce soit rapide. Or, des fois, je peux, tu vois. Ah, tu peux tarder à communiquer. oui. T'as déjà eu des remarques là-dessus? Non, mais je pense que quand même, tu C'est vois, quand il y a un intéressant. RP ils ont envie d'avoir le truc tout de suite et ils ont envie de faire leur rapport tout de suite. Je me mets à leur place, donc j'imagine qu'ils veulent du rapide. Je pense que la rapidité prime sur la qualité, ou même la quantité prime sur la qualité dernièrement. Surtout, je pense qu'on peut dire ça. Et du coup, moi, j'ai pas envie de faire ça, en fait. Donc, si c'est pour faire ça, je le fais pas. Oui, parce que tu as une certaine philosophie. Non, sinon, à laquelle je tu suis te pas tiens. contente de le faire. Donc, c'est pareil si on te demandait de faire des, je sais pas, des toasts industriels avec des trucs, ça te ferait pas plaisir, donc je le ferais pas. Jamais de la vie. Donc, c'est un peu, enfin, chacun, je pense, a son curseur de bien bonheur. sûr. Et c'est vrai que, et j'ai du mal, justement, à. Donc, journée type, en fait, je suis épuisée. Mais je m'épuise toute seule. Je pourrais aussi choisir de pas. Oui, faire bien ça. sûr. Donc ça fait 15 ans, grosso modo, que tu fais ça? Oui, mais ça n'a pas toujours été aussi intense. Et là, c'est intense depuis combien de temps? Tu sais, ça dépend. C'est très irrégulier, donc je peux pas dire. Parce que les sollicitations sont irrégulières? Oui, et c'est toujours la même période. Je pense qu'ils devraient tous se consulter, peut-être. Ah oui, j'imagine. Pas tout d'un coup, tu vois, avant l'été, ils se souviennent qu'il y a l'été et qu'il n'y a plus rien après. Ou peut-être c'est les clients qui se souviennent. Non Ouais, c'est sûr. et donc, il y a tous les événements qui tombent d'un coup. Et la fin d'année, non? Bah oui, Ouais, fin d'année. c'est ça. Ouais, Et pour la lâcher rentrée. les derniers budgets aussi. Oui, c'est vrai, ça, c'est ça. Super, non, très, très, très intéressant. Adeline, moi j'ai une question. Hier, j'étais au championnat de France du fromage de tête. Du coup, on a beaucoup parlé charcuterie.
J'étais au CEPROC et donc on a beaucoup parlé transmission, les jeunes. Donc moi, je voudrais te poser la question, comment tu arrives à recruter ou quels sont les enjeux en fait de l'apprentissage dans le secteur de la boulangerie? Parce que boulangerie, c'est un petit peu plus sexy que la charcuterie et que la boucherie. Mais moins que la pâtisserie. Mais moins que la pâtisserie. C'est très bien. Donc, comment vous vous positionnez par rapport à tout ça? Comment vous donnez envie? Parce que est-ce que les boulangeries sont reprises? Moi, je sais que déjà dans le milieu de la resto, il y a beaucoup de chefs qui trouvent personne. Comment vous arrivez à vous positionner? En fait, là, on est face à une pénurie de main-d'œuvre parce qu'il y a beaucoup de départs à la retraite en ce moment. Voilà, bon, c'est factuel, hein, mais voilà. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nos parents, et donc maintenant on devient parents en plus, donc nous, j'espère qu'on ne fera pas cette erreur, mais nos parents nous disaient ne va pas faire un CAP, et donc il y a une génération qu'on a un peu manquée. Comment on fait, nous, aujourd'hui? C'est qu'on a embauché quelqu'un au syndicat qui s'appelle Déborah Valanduc, qui fait la tournée des collèges, qui fait la tournée des forums de nos départements, qui va prêcher la bonne parole en présentant toutes les formations. Donc, ça va de la boulangerie à la pâtisserie, mais aussi à la vente, parce qu'on a un diplôme de vente en boulangerie. Okay. Qu'on donne d'ailleurs au syndicat des boulangers depuis plusieurs années. Et donc, tous ces métiers-là, elle va les présenter. Donc, elle est avec son kakémono, elle est dans le métro et elle va partout, tout le temps. Et franchement, faut avoir une énergie de dingue pour donner à ces jeunes l'envie de s'asseoir à côté de toi. Je te pose une question, excuse-moi. Je suis bénévole dans l'asso 100 000 entrepreneurs. Vous y êtes ou pas? Non. Parce que ça pourrait être... Parce que c'est des gamins de 3e, seconde. On travaille avec une asso, alors je ne saurais plus te dire, mais on travaille avec une asso qui va dans les collèges. Et là, donc Déborah, soit elle va toute seule dans les collèges, soit elle est accompagnée d'un élu, donc boulanger, et on va leur faire manipuler de la pâte, etc. Et puis le gros rassemblement qu'on a chaque année pour la transmission et donner envie aux jeunes de nous rejoindre, c'est la fête du pain qui a lieu chaque année en mai. Donc, cette année, c'est du 1er au 11 mai, Parvis Notre-Dame. On a 500 mètres carrés sur le Parvis Notre-Dame. Ouais, redis-nous, 1er au 11 mai. 1er au 11 mai. La fête du pain. La fête du pain, donc c'est la 28e année. Et là, c'est une grande nouveauté, c'est le président qui s'est battu pour avoir ça. Il va y avoir 30 mètres carrés de fournil pédagogique où toute la journée, tu as des boulangers qui vont... donc les journées où il y a école, il y aura des écoles qui seront les unes derrière les autres et qui vont venir avec leurs élèves pour apprendre à faire du pain. Et les journées fériées, samedi, dimanche et compagnie, là, ça sera les consommateurs qui s'inscriront et par 10, les enfants des consommateurs pourront apprendre à faire du pain. Trop génial. Et en plus, à l'intérieur de la tente où on produit, on travaille avec le CEPROC, Ferrandi, toutes ces écoles, le BP, et chaque jour, il y a une école qui vient avec ses élèves pour cette transmission de savoir entre les plus vieux et les plus jeunes. Et c'est toujours, l'ambiance est assez chouette et c'est toujours intéressant parce que tu as l'apprenti qui a une manière de travailler, le plus vieux potentiellement l'aîné à la retraite qui a appris d'une manière différente. Et si tu les écoutes, en fait, ils s'apprennent mutuellement. Et je pense que c'est les 11 jours les plus valorisants en termes de transmission et de savoir. De toute façon, la discussion intergénérationnelle, elle est fascinante. Mais aujourd'hui, Déborah est arrivée en juillet au syndicat et c'est vraiment elle qui va dans tous les collèges et dans tous les forums pour dire que en fait c'est génial d'être boulanger. Trop cool. Bah, c'est trop cool. Merci. Alors première partie finie, mais il y a la deuxième. Alors la deuxième, j'ai des petites questions pour vous. Mais avant de commencer, je vais vous poser une question. Et avant de vous poser cette question, je vais vous lire un passage. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis une ancienne prof de lettres. Voilà, c'est une reconversion, le métier de chef. Donc, je vais vous lire un passage assez gourmand, que vous allez reconnaître, et la question, elle n'est pas très compliquée à comprendre. Mais, qu'en un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir, 1922. Monsieur Proust, quelle est votre Madeleine de Proust? Oh, quelle question! On a 1 million. Alors, qui veut répondre?
Et oui, c'est pas évident. Ça. Ouais. Je ne l'envoie pas, ça, en avance. Oh là là, c'est technique. Voilà, les souvenirs. Alors, tu parlais tout à l'heure tu as commencé à parler de ça, des choses qui te rappellent. Après, ça peut être un plat. Ça Ouais, peut être... moi c'est bon, j'ai mon truc. Moi c'est un gâteau. C'est pas un gâteau classique qu'on retrouve en boulangerie. Il y a qu'une boulangerie qui fait ça. C'est une petite chaîne. Et c'est un gâteau au chocolat, avec une génoise au chocolat, avec une sorte de crème au chocolat aussi. Alors, je vous le fais goûter maintenant, vous allez me dire, ouais, c'est un gâteau au chocolat. Mais en fait, je me l'achète peut-être 3-4 fois par an, parce qu'en fait, ça me rappelle mon grand-père. Et j'adore me rappeler ces moments avec toute la famille à table. Et en fait, chaque vendredi, on mangeait ça. Et j'adorais. En fait. Et quand j'en parle avec mon mari, je lui fais goûter, je le ramène à mes enfants et tout. Bon, bah, c'est bon. Il n'est pas transcendé. Ouais, voilà. Il me dit, bon, bah, t'emballes pas, quoi. Et en fait, Oui, moi, c'est dès que je le associé, mange, bien voilà. sûr. Et mon père aussi a ce truc-là. Et parfois, on s'en ramène mutuellement, on adore. Et je sais pas, c'est un truc. Et en plus, c'est marrant parce qu'avant de venir là, il y a la boulangerie qui le fait, qui est juste pas très loin. Et je suis passée devant. Et je suis passée devant, je dis incroyable. Et donc, je me suis hésité à m'en prendre un au retour, je vous le dis. C'est drôle. On verra. Génial. Voilà. Moi, c'est le gâteau marbré de ma grand-mère que ma mère faisait à tous mes anniversaires et que j'ai refait aux 3 ans de mon fils dernièrement. Comme quoi, voilà, la transmission de cette recette. Aussi bon, meilleur. Alors, mon mari dit que celui de ma mère est bien meilleur, mais moi, je mets moitié moins de sucre. Ah ouais, mais c'est pour ça. Et voilà. Donc, il me dit non, il est meilleur quand on va chez ta mère. Merci. Sympa. C'est gratuit. Mais, voilà. Mais ouais, je crois que c'est le gâteau marbré, le truc le plus simple du monde aussi. Mais c'est ma Madeleine de Proust parce qu'elle me rappelle mes mercredis chez mes grands-parents, tous mes anniversaires tous mes anniversaires, ma mère m'a fait un gâteau marbré, quoi. Ouais. Jusqu'à quel âge? Bah, non, mais mes anniversaires avec mes copines, enfin, tu Oui, vois, oui. bah, jusqu'à que j'organise jusqu'à que ça se transforme en boom, je crois. Ok. Et encore que peut-être que j'avais un gâteau marbré. Et tes copines t'en parlaient, disaient ouais, le gâteau de ta mère ou pas trop? Ou c'était vraiment ton truc? L'anniversaire de mon fils, tout le monde m'a demandé la recette. Ah, Ok. donc tu vois, comme Donc, quoi, voilà. il y a un truc. Et Donc, monsieur le mari, faut reconnaître le talent de votre femme. Mais non, tout le monde me le demande. Enfin, non, je pense que c'est. C'est très subjectif. Par contre, encore chez mes parents, quand on y va en week-end ou en vacances, il y a le gâteau marbré au petit déjeuner. Ah, Ah. mais ça c'est les mamans, ça fait toujours plaisir, Non, c'est des un petites truc de fou. attentions. Ouais, ça c'est Ouais, c'est vraiment. Ça c'est. Il y a un produit, Il y a un comeback du marbré, je pense. Il y a un comeback. oui, du non, mais- marbre. Alors moi, dans ma famille, il a jamais Oui, non, mais- baqué, mais Parce que dans tous les parce que j'ai découvert le vrai marbré chez François Perret, qui est maintenant au rythme et ex Shangri-La, et c'était le meilleur marbré que j'avais jamais mangé. Bon là, il y a eu une espèce de classement chez Très Très Bon où ils sont allés chercher des marbrés. Bon après c'est une sélection, hein. Et je te conseille de regarder l'émission pour voir. Non, mais moi j'ai ma recette. Non, mais En c'est plus, très- j'ai la photo dans mon téléphone de la recette, de la fiche recette de ma grand-mère, Ah ouais. qui est encore, sur la photo on le voit pas, mais il y a des traces de doigts, de bah oui. farine, de machin. De beurre, de. Trop bien. Génial. Par contre, je remarque que là, on est à 2 chocolats. Alors, en Karine, souvenir. tu l'as changé? Bah non. D'accord, bah, très bien. Elle, toujours, continue sur c'est le chocolat. gâteau de ma mère qui. Sauf que c'est drôle parce qu'elle, elle est styliste, donc elle a rien à foutre de la bouffe. Elle avait jamais fait un gâteau de sa vie, mais elle a eu mon anniversaire de 6 ans ou un truc comme ça où elle s'est dit, il faut que je fasse le gâteau. Donc elle arrive, j'ai pas de moule, j'ai rien, je vais acheter un truc, je regarde là. Donc vraiment, elle déteste en fait faire ces trucs. Elle a dit qu'elle a passé la nuit à en faire 2 ou 3 d'affilée parce qu'elle peut planter les trucs, tu vois. Et du coup, c'est mignon et c'est Et un ça, c'est gâteau. ton souvenir? Oui, du coup, il est très pareil. Hein, il est un peu aérien, il est pas très sucré. Je pense pas qu'il soit hyper. C'est pas très sympa, mais pas très intéressant en soi. Mais il y avait une crème chantilly, sûrement industrielle. Mais bon, tout le truc fait qu'il y a un parfum d'enfance. Bah, super. Très bien. Élie? Je sens que ça va changer avec Ellie. Je suis en train de cogiter depuis Ah oui, tout à l'heure. Tu m'as posé une colle. Bah, je sais pas, quelle est J'ai- la j'ai- saveur? Une saveur? Écoute, moi, le truc qui m'est venu comme ça, c'est l'épaule d'agneau de ma grand-mère. Bah, Le bah, méchoui. Bah, donc voilà. Oui, non, mais parce que. On non, savait mais que t'allais être il y a salé, aussi- là. T'étais pas avec Moi, nous. quoi qu'il arrive, je vais être honnête avec vous. Le sucré, c'est pas ma tasse de thé. C'est- C'est bien. Il Et est pas si vous me drogué. permettez l'expression, je suis une vraie quiche. Ah, tout ce qui est pas mal, sucré. pas mal. C'est en général, ouais, moi quand je sortais de l'école à 4 heures, c'était un sandwich à la viande des grisons ou à la dinde, et croquants et trucs. Et, moi, ceux qui avaient le pain au chocolat, j'étais pas dans le même délire. Donc, Ou le ouais, marbré. ou le pain au chocolat, marbré, ou le marbré. évidemment, qui selon vos descriptions avait l'air d'être pas mal quand même. Mais non, c'est l'épaule d'agneau. Parce que l'épaule d'agneau, Bien confite. elle cuit longtemps. Ouais. Elle est safranée.
Il y a l'odeur du safran. Ah là C'est bon, ça, tu vois. Avec les amandes frites que tu mets par-dessus. Et puis les pommes de terre que tu as bien pelées et que tu as mis à l'intérieur du plat, recouvert de graisse. de papier sulfu, Et- plus d'alu. Ah oui. Tu vois, avec un truc, une cuisson à l'intérieur qui est juste... À la fin, il y a tout qui fond. Tu vois, tu la chopes comme ça, la jambe, et pam, il y a tout qui glisse, et tu te fais, waouh, mais c'est ça qui est top. Avec un bon morceau de baguette. Et puis, Une tartine, finalement. Tu peux faire une petite tartine. eh ben, je vais avec dédier le- cette tartine à ma grand-mère. Je vais avec- faire la tartine de méchoui. C'est Voilà, une très bonne la idée, tartine de méchoui avec l'effiloché d'agneau. ça. Ouais, C'est sympa. merci. aime. Merci. Comment elle s'appelait ta grand-mère? Marcel Toledano, Mima. Mima. Voilà, Mima. Voilà. On fait la, Pour Mima. Voilà. C'est magnifique. on fait la tartine de Mima. C'est une bonne idée. Et puis tu sais, quand de son elle est décédée il y a 3 ans à peu près. C'est son anniversaire hier d'ailleurs. Et en fait, les premières années d'études à Madrid, elle était toujours vivante et elle me faisait. Je me souviens de ce truc-là. Je repartais avec des Tupperware après le week-end, d'épaule d'agneau. Je rentrais. C'était dimanche soir dans ma petite chambre étudiante. J'essayais d'aller trouver une baguette comme je pouvais, ou sinon j'en avais une avec moi dans la valise, et je me faisais le bon sandwich comme il fallait, avec les Bah, pots tu vois. d'agneau, les petits piments. C'est bon, t'as une Je nouvelle l'ai. tartine. Got it. Ah, super. Très bien, merci pour cette Madeleine. Alors, une autre question. Quelle est la personne que vous aimeriez inviter à table? On dirait mes entretiens en école de commerce, je te jure. Incroyable la question. Attends. C'est des nouvelles questions en plus. Je les ai jamais posées ces questions. Moi je l'ai. Vas-y. Bernard Loiseau. Ah, Bernard Loiseau. Ouais. Quelle déception pour moi d'avoir découvert cet immense chef trop tard. Mm. Et puis c'est cette vidéo là que j'ai vue où il raconte que il a travaillé ardemment. Il a dit tous les matins je me levais et j'allais voir 3 étoiles, 3 étoiles, 3 étoiles. Et maintenant je les ai. Et puis même sa cuisine elle est extraordinaire. Il a modernisé la cuisine. Il l'a simplifiée. Lui c'était il faut qu'il y ait 3 ingrédients. Tu vois, et pas forcément plus, faut sublimer les choses. Et puis même le personnage en lui-même, je le trouve extraordinaire. Bernard Loiseau, franchement, on aurait pu bien se marrer. Avec une bouteille de Bourgogne, on se serait bien évidemment. éclaté. Tu vois. Bah oui, à Saulieu, il y avait des choses. Et ouais. Très bien. Attends, par invité, c'est-à-dire qu'on doit cuisiner nous, alors Alors, quoi, le inviter à ta truc, table, ou de partager une table avec quelqu'un, de partager un dîner, d'aller au restaurant. Ça peut Ah, être ça quelqu'un- change. Voilà. Avec qui tu as envie de partager un moment de gastronomie. Ça peut être, c'est pas forcément quelqu'un de chef, hein. Ça peut être un artiste, un sportif, mort, vivant, avec qui vous auriez plein de choses à raconter. Ah, c'est Ouais, pas moi j'ai quelqu'un, mais rien à voir avec la food. Mais justement, c'est. Moi, j'aurais bien aimé manger avec Michael Jordan. Ah oui. Incroyable. En fait, mon mari est fan de basket. Je sais pas, en fait, j'ai regardé beaucoup. Il y a une série sur Netflix et tout de lui et ça. Mais le mec est incroyable en termes de discipline, de motivation, d'esprit d'équipe, tout ça. Moi, je trouve incroyable. Moi, il m'a scotché quand j'ai regardé un petit peu sa vie, j'ai regardé comment il était et tout ça. Bon, après, il était aussi dur, mais c'est ça qui fait qu'il a été à ce niveau-là. La rigueur. Et en fait, je ferais kiffer mon mari aussi, viens avec moi. Et voilà. Mais franchement, ouais, j'aurais Génial. adoré. Je sais pas, je trouve hyper inspirant. Non pas pour ses collaborations qu'il a fait, par exemple, avec Nike et tout ça, mais je sais pas, le personnage dans l'équipe de basket, je le trouve hyper intéressant. Super. Voilà. Moi, je dirais, en fait, moi qui est plutôt une terrienne, moi, je kifferais faire un cours de cuisine avec Maïté. Bah ouais. Non, mais en vrai, ça doit être tellement drôle, tellement fun, tellement tout. Et t'as cette transmission, et t'es sur les produits. Et là, en t'es termes sur de le- personnage, on est pas mal aussi. Mais ouais, mais je pense que tu. Bah oui. Ouais. Tu te verrais bien avec le rouleau de pâtisserie. Ah ouais, tellement. Tabasser le poisson pour l'éteindre. L'anguille. Mais en vrai, ça me ferait kiffer. Ouais, ok. Karine? Là, bon, évidemment, je vais pas pouvoir répondre dans ça. Il y a les artistes, évidemment, qui sont un peu intrigants. Plus jeune, j'aurais dit Elon Musk, mais là, peut-être moins. Enfin, On va plus dire jeune. Elon Musk. Mais globalement, je pense que je prendrais quelqu'un que je connais. Du coup, Bah oui. Nicolas Cloiseau de Maison du Chocolat, que je trouve passionnant quand je l'écoute. Parce il a un côté artiste et tu vois, enfin, il est inspirant comme personne. Et Jean-Paul Evin, parce que c'est un ami. Ah oui, donc on est dans le chocolat. Oui, c'est vrai. Non, mais C'est toujours. vrai, c'est vrai. Très bien. Et du coup, comment tu définirais leurs univers aux deux qui t'inspirent? Ah Nicolas Cloiseau, c'est un artiste, donc je pense qu'il aurait pu être créateur de vêtements. Je pense que le chocolat, c'est sa base et que c'est juste un artiste. C'est-à-dire, il pourrait être peintre, il pourrait être sculpteur. Et Jean-Paul Evin est vraiment engagé.
Il a un projet avec les chocolatiers engagés au Cameroun où ils ont acheté Les plantations. Oui, et du coup, tout est. Je ne sais pas exactement dans les détails, mais globalement, il s'est engagé. Oui, en fait, c'est le Bintou Bar. C'est ça grosso modo. Je pense qu'ils aident des familles sur place. Ils les éduquent. Donc les producteurs. Oui. C'est ça, et après, C'est ça. ils les distribuent. Enfin, en tout cas, ils les Oui, aident c'est à ça. commercialiser, Oui. à fabriquer, à commercialiser. Ok, très bien. Bon, on a un beau panel là. Et toi? Ah, non, mais attends, merci, j'adore. merci Hélène, Bah, merci. moi, il est vivant. Alors moi, c'est celui qui m'a toujours inspiré. J'ai jamais eu l'occasion vraiment de partager quelque chose avec lui. Moi, c'est Cyril Lignac. Ah, Voilà. c'est marrant. C'est quoi, j'ai pensé à lui tout à l'heure. Ouais. Moi, c'est lui qui m'a donné envie. Alors, pour l'anecdote, c'est lui qui m'a donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat culinaire. C'est lui qui m'a donné le virus de la créativité culinaire. Et il n'y a pas longtemps, j'ai été interviewée sur mon parcours et je parlais pendant 1 heure. Et le mec, à la fin, le journaliste me dit « Vous savez quoi, vous me rappelez quelqu'un, vous me faites penser à quelqu'un, Cyril Lignac. » Et là, je me dis « Oh là, trop bien. » Donc oui, j'adorerais. Donc Cyril, si tu veux venir, je t'attends volontiers. Oui, non, c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer, mais surtout le rencontrer pour lui dire comme il m'a inspiré. C'est pas faire la fan, en fait. C'est d'avoir Là, cette question-là, c'est de se dire de partager un vrai moment. Un vrai moment d'authenticité, de dégustation, parce qu'on sait que la table, c'est le prétexte à plein de choses. On est là. C'est le prétexte aussi à confidence. Donc, quand en plus on a un plat, on a un verre de vin, un verre de champagne, voilà, on se sent en sécurité aussi, bah, on se livre et ça, c'est un vrai moment d'échange. Donc voilà, Cyril Lignac. Ensuite, la question pour vous, cuisiner, c'est 3 petits points. Moi, je dirais c'est quand même difficile. Dans... En fait, moi, tous les jours, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va manger? Mais qu'est-ce que je vais faire à mes enfants? Mais est-ce que je leur fais assez de légumes? Et en fait, je me pose trop de questions. Moi, en plus, je suis quelqu'un, si je suis pas une recette, alors moi, je suis pas du tout à l'impro. Contrairement à toi, c'est pas genre, je vais goûter un truc, je vais dire, ah, il manque du safran, là. Attends, le cumin, il est où? Tu vois, je sais pas du tout faire. Je suis hyper terre à terre avec une recette, moi. Et donc, pour moi, je trouve ça hyper cool quand on sait faire. Par exemple, j'ai déjà participé à des cours de cuisine et tout, j'adore. Mais quand je me retrouve face à mon truc, je me dis, mais je me suis même fait une espèce de liste sur Notion pour me mettre des idées de recettes au cas où je suis en galère, quoi. Donc voilà. Pour moi, c'est ça ma définition de la cuisine pour mon quotidien, on va dire. Très bien. Les autres, Elie? La cuisine, c'est thérapeutique. Waouh. La cuisine, c'est un moment. Moi, je cuisine depuis, ça va faire 4 ans, au moins 1 heure par jour. Là, je reviens de... je travaille un peu avec ma maman. Et là, par exemple, au bureau, bah, j'ai fait le déj pour les 5 personnes qui travaillent, machin. Et en fait, c'est ça, j'ai besoin de cuisiner. Quoi qu'il arrive à un moment, j'ai besoin. Ou sinon, d'être devant un rayon de fruits et de légumes ou autre. Et juste de contempler et de me dire, tiens, qu'est-ce qui me passe par la tête? Et quand je fais, c'est musique, quoi qu'il arrive. Il y a une musique qui est Quelle derrière. musique? Ah, il y a des playlists pour tout. Attention. Quand je me sens un peu excité, j'ai ma playlist, j'appelle playlist salsa, même si c'est pas de la salsa, mais c'est une musique. Et tu fais Un comme peu ça, tac, caliente, tac, tac. du coup. Ça danse, hein. Non, parce que il y a tout. Il y a tout qui fonctionne. Il y a tous les sens qui sont. Voilà, il y a l'odeur. Moi, ça m'en fout, tu vois, quand je peux couper de l'herbe fraîche. Moi, j'adore les salades d'herbe, tu vois. Quand je l'envoie une petite coriandre, que je la coupe tout de suite. Et puis ça montonné. Les textures. Non, c'est extraordinaire. Les noix, rien que la noix. Tu vois, prends la noix dans ta main, mets-la, touche-la. Et puis prendre le contact avec l'aliment et puis juste laisser le flot. Et puis, j'adore sculpter les aliments aussi. Alors, nous, faut qu'on garde. Prends le contact avec l'aliment et laissez le flot. Hein, Oui, là, on oublie le pas flow, le flow, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que on a des énergies qui fluctuent dans notre corps. Et puis là, tu vois, on n'a pas à mettre de la conscience dessus. Ça va, ça vient, et on se laisse aller. ça. Bien sûr. Et la cuisine, pour moi, c'est ça. Ah bah bien sûr. Voilà, couper mes petites salades, et puis tu es être minutieux. Et puis c'est comme certaines personnes pourraient dire, le ménage, c'est thérapeutique, tu vois. Bah c'est ça. Faire un truc manuel. Ou le sport, Moi, ou j'adore même faire le le sport. ménage. Ah bah Ou le voilà. sport. Voilà, le ménage. tu Moi, vois. je suis moins inspirée par le ménage que par la cuisine. Tellement, c'est vrai. Chacun son truc. Team ménage, team cuisine. Ah ouais, voilà. mais moi, quand je rentre chez moi, ça peut genre me faire trop du bien, quoi. Ah ouais. À la tête et tout, ouais. Moi, c'est découper des légumes, tu vois. Ok. Parce que c'est pas avoir à réfléchir. Tu as un but. Regarde, je dois couper une tomate, elle est coupée à la fin. Je peux Ouais. check la box. C'est Ok. fini. Non mais c'est ça. Ouais, Et ouais, passer je suis à l'étape d'accord. d'après. Je suis d'accord. Ouais, c'est bien. Merci beaucoup. Karine? Moi, c'est expérience.
j'aime bien explorer une recette jusqu'à d'ailleurs le marbré là. Comme du coup celui de François Perret il était très très bon, mais alors 10 € la part, tu vois, bon faut quand même et y aller au Ritz c'est tout bon. Du coup il fallait que je fasse que j'arrive à le faire. Donc j'expérimente jusqu'à ce que j'y arrive. Une fois que j'y arrive, c'est moins. T'as l'impression d'avoir atteint un truc. On passe à autre chose. Ça Oui, y est, c'est fini. Pokémon, grade, hop, c'est fini. Mais t'as réussi. Je sais, il faudrait que dès que je compare. Mais je suis quand même arrivée à un truc que j'aime bien, donc ça va. Et pareil, tu vois, genre ma meilleure amie, aimait bien la tarte au citron. Donc mon but, c'était d'arriver à sa tarte au citron favorite, qui convient pas à 90% des gens. Ah, c'est trop acide, tu vois. Mais c'est la sienne. Donc ça me motive. Merci Karine. Adeline? Moi, c'est pas loin de thérapeutique, ça me détend. Quand je rentre à la maison le soir et que je me dis que je vais découper des légumes, ça me détend. Mais que la découpe de légumes, du coup. Non, pas que, mais en fait, j'ai cette capacité, avec un frigo presque vide, à créer un menu pour mon fils où il y a des légumes, tu vois. J'adore. Ouais, je vais venir chez toi. Super. Et la dernière question. Quelle est votre définition de la passion? C'est se réveiller le matin et se dire que tu vas kiffer toute la journée. La passion. Mais tu prends trop une voix de crooner à chaque fois. J'adore. J'aime bien. Puis en plus, c'est la première fois que je m'entends dans un micro et je parle. Donc, il y a quelque chose un peu théâtral. Mais la passion, c'est quelque chose, c'est une énergie qui guide. Et je pense que ça permet de donner une vision, tu vois, d'être poussé par une force, une puissance, une énergie dont tu n'as pas forcément conscience, mais tu avances dans ce truc-là et puis tu es épanoui, tu te sens bien. La passion, c'est faire quelque chose qu'on aime. Et pour moi, c'est la cuisine. C'est que je te kiffe. Ouais. Moi aussi, j'adore cuisiner. Mais je suis assez d'accord sur ce que tu dis sur la fin. C'est vraiment quelque chose où, voilà, c'est faire ce qu'on aime, se sentir épanoui, sentir qu'en fait, on est finalement à sa place. Et moi, je pense que c'est ça la passion. Et je pense qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à voir ce truc. Et moi, je suis très contente de pouvoir tous les jours me dire, en fait, je kiffe ce que je fais. Quoi. Mais on n'est pas si nombreux à se lever le matin en se disant on aime ce qu'on fait. C'est une chance. On n'est pas nombreux. En fait, ce podcast est la concentration de tous les passionnés. Et c'est vrai, parce que cette question, je la pose à chaque fois. Donc, depuis 51 fois, 51e fois. Et les réponses sont comme ça. Et on se rend compte que tout le monde n'a pas... Moi, je pense que c'est un luxe, en fait. C'est une sorte de luxe qui est en nous, auquel on a répondu. Ouais, je suis d'accord. Et tout le monde ne se l'autorise pas, parce qu'il y en a qui ont des passions, mais qui n'osent pas passer le pas. Bien sûr. Ça. De toute façon, la chose la plus difficile, c'est de professionnaliser sa passion. Ouais, Nous, on l'a fait. C'est la question. The question. Les gens ne se passent pour des questions de sécurité. Qui sont légitimes. Hein. Bien sûr, et totalement respectables. Mais bon, on a décidé de prendre le risque. Mais nous, on est des dingues. On est des malades, c'est ce que je t'ai dit au début. C'est ça. Karine? Je dirais un mélange d'amour et de geek. À un moment donné, on lâche pas en fait. Du coup, c'est... Oui, tu veux dire geek dans le sens un peu obsessionnel? Oui, pas geek dans le sens français, mais le geek dans le sens pas américain, mais anglo-saxon, c'est-à-dire... Focus, obsession, c'est ça. Addiction même. On peut dire ça, je pense. Okay. Enfin, je pense qu'il faut une certaine folie. Enfin, folie et... Ouais. C'est pas de la détermination, c'est vraiment de la folie parfois. Obsessif. Tu sais, il faut arriver à ça, bien sûr. XY. Du coup, je me rappelle Nicolas Cloiseau, qui est passionné et qui disait qu'il travaille des trucs comme il est à l'atelier à 6h du mat, il ressort à 23h. Il disait, mais j'ai pas l'impression de travailler, c'est ma passion. Et ce qui est mignon, c'est qu'il disait, je souhaite à tous les jeunes de trouver leur passion et que tout le monde en a une, mais que comme tu disais, il y a la peur, il y a le truc, il y a la société. Et c'est pour ça qu'il est inspirant. La société surtout, effectivement, le jugement. Merci. Je vais conclure. Mais oui, ne pleurez pas. Quand j'ai décidé de lancer ce podcast en septembre 2022, je savais intuitivement que j'allais rencontrer des personnalités inspirantes, rieuses et enthousiastes. Vous n'avez pas dérogé à la règle. Le savoir-faire, la transmission, l'énergie autour de l'art culinaire, que de thématiques passionnantes nous avons évoquées aujourd'hui. Merci Karine. Merci Virginie. Merci Adeline. Merci Déborah. Merci. Et mon Élie, merci. Virginie, merci beaucoup. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu? Les confidences vous ont ému? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin.
N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.